chers consoeurs et chers confrères, bonjour. Donc il me revenait le rôle de vous parler de contact occlusaux. Alors c'est un sujet vaste, je vais essayer d'en parler le plus rapidement possible. Les contacts occlusaux font partie de notre quotidien, qu'il s'agisse de diagnostics, de sujets relativement simples ou de diagnostics dans lesquels, au contraire, on a trop de contacts, des problèmes de bruxisme, qu'il s'agisse de petites restaurations simples, composites, prothèses implantoportées, prothèses dentoportées, ici sur une 45, ou qu'il s'agisse de réhabilitation un petit peu plus complexe, c'est systématiquement ce que nous faisons et ce vers quoi nous tendons. Et l'idée, c'était à la fois de faire un petit peu le point, de bien comprendre le sens des contacts occlusaux, d'essayer de nous aider à distinguer les bons des mauvais contacts, voir comment on peut les matérialiser. C'est vrai que c'est un acte quotidien, mais quelquefois, il y a des petites choses qu'on ne connaît pas bien sur ces moyens de les rendre évidents, ces contacts. Voir comment on pouvait les restaurer de la façon la plus fonctionnelle possible et voir comment on pouvait les prévisualiser. Alors, comprendre les contacts occlusaux. Les contacts occlusaux, ils ont un sens. Déjà, ce sont des contacts qui peuvent être masticatoires, et alors on va assurer les fonctions nutritives. Et ce sont aussi des contacts occlusaux. Alors, ne retenons pas les chiffres, mais uniquement l'esprit, c'est quelque chose de très important en termes de nombre de contacts quotidiens, de micro-traumatismes exercés sur les dents supports et sur l'environnement de l'ensemble de l'appareil manducateur, qui comprend les systèmes articulaires, musculaires et dentaires. Et notre rôle, notre travail quotidien, ça va être de restaurer des contacts occlusaux. Là, à minima, en fait, on cherche simplement à s'intégrer dans une fonction occlusale qui existe. Et la restauration composite, ici avant qu'on la polisse, on va s'assurer qu'elle respecte les contacts occlusaux, qu'elle ne crée pas de surocclusion, de sous-occlusion, et qu'elle participe aux fonctions occlusales. C'est la même chose pour ici une coiffe implantoportée. Et à chaque fois, l'objectif, ça sera d'assurer un calage dentaire le plus stable possible, mais aussi d'assurer, par une répartition homogène et la mieux répartie possible, le calage de la mandibule elle-même. L'objectif, c'est de répartir les contraintes et d'éviter la surcharge. Et notre rôle sera le même, ici, pour restaurer une 45 par la prothèse fixée, et quand on va faire de la prothèse amovible complète, ou ici de la prothèse implantaire, où on restaure les deux secteurs latéraux postérieurs, où là, les concepts peuvent être un petit peu différents, parce qu'Olivier nous rappelait ce matin, la proprioception est différente, mais le rôle occlusal, le rôle fonctionnel de ces faces occlusales reste le même. Donc, de toute façon, il va bien falloir leur donner le rôle qui convient et ne pas céder à la facilité d'une sous-occlusion. Un article récent de Hunster, je crois, un collègue allemand mettait en évidence que sur le panel de population qu'il avait évalué, il y avait plus de 60% de sous-occlusion sur les prothèses qu'il avait évaluées, ce qui correspond peut-être un petit peu à une solution de facilité. C'est vrai qu'on protège un peu nos restaurations d'une façon ou d'une autre en le mettant en sous-occlusion, mais ce qui est en sous-occlusion, ça va provoquer tôt ou tard de l'inorganisation et de toute façon immédiatement de la surcharge sur les dents restantes, ce qui n'est pas un service qu'on va rendre à nos patients, mais ce qui de toute façon n'est pas un service pour notre propre travail sur le long terme. Donc cette fonction qui va consister à stabiliser, à caler, l'école marseillaise a proposé, c'est un article qui date de 96, à une époque où on parlait beaucoup de SADAM, de malocclusion, on avait une terminologie qui n'était pas très précise. Ils ont proposé dans un article princeps justement de bien définir chaque rôle des fonctions occlusales. Et le premier rôle, c'est une fonction de stabilisation, de calage à la fois de chaque dent contre son et ses antagonistes, de calage de chaque dent contre ses antagonistes, quand on est en classe 1, en occlusion, une dent sur deux dents, mais aussi de calage de l'ensemble de la mandibule contre le maxillaire, et ça intéresse la totalité des dents cuspidées. Et ça va permettre de façon très ergonomique de résister à la pression des muscles élévateurs. Et ça va permettre de façon très ergonomique de résister à la pression des muscles élévateurs et la charge reçue, perçue, va augmenter des dents antérieures vers les dents postérieures, à l'inverse de la proprioception, c'est ce que nous expliquait Olivier Hu ce matin, c'est-à-dire que plus on va vers l'arrière et plus la proprioception diminue, donc le pouvoir discriminant des dents postérieures sera de moins en moins important. Donc il faut se souvenir concernant cette fonction de calage, c'est dans nos modèles théoriques, ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on peut voir dans certains livres, montre qu'il y aurait 52 contacts occlusaux postérieurs sur les dents cuspidées. Et puis si on fait une étude sur des sujets sains,
la physiologie, ça c'est le modèle théorique, une sorte d'idéal qui nous sert de repère et de moyen éventuellement d'objectif de restauration. En fait, la physiologie, la réalité, c'est juste 18 contacts occlusaux postérieurs. Donc, il faudra essayer de tendre vers le modèle théorique, mais aussi de ne pas perdre de vue que la physiologie, la santé bucco-dentaire se suffit quelquefois de choses qui sont un petit peu en deçà du modèle théorique et ne pas vouloir en faire trop.